Vous m'entendez bien? Tout est OK? Vous avez une fenêtre de chat hein, dans laquelle vous pouvez me poser les questions et me répondre. OK, parfait. Donc on va pouvoir démarrer la réunion. Donc avant même de présenter un peu tout ce qu'on trouve dans la console, je vais vous montrer sur les sites web le site web EZ, et bien savoir quels sont les setups, les fichiers d'installation nécessaires pour mettre en place cette solution d'administration distante EZ. Je vais démarrer mon navigateur. Donc vous allez sur le site ez.com/fr. Donc pour information, au niveau des licences, les outils d'administration EZ Remote Administrator pardon, ne sont disponibles que si vous avez acheté une Business Edition. Si vous êtes sur des Home Edition, vous n'avez pas ces outils d'administration. Donc vous allez sur Télécharger. Vous allez dans la partie professionnelle. Et vous avez ici, donc là ici on a les clients qu'on installe sur les postes de travail, et vous avez ici la partie administration à distance. Vous trouvez deux éléments, le serveur d'administration et la console d'administration. Donc le serveur d'administration sans la console ne permet de pas faire enfin, ne permet pas de faire grand chose en fait, puisque tout va se faire au travers de la console. C'est-à-dire que si une fois que vous avez téléchargé le serveur ERA, vous allez lancer l'installation du serveur ERA. Et une fois que l'installation sera terminée, vous allez avoir dans votre liste de programmes au niveau d'EZ, eh bien, cette entrée EZ Remote Administrator Server, mais dans lequel vous ne trouvez qu'un exécutable qui est en fait un outil de maintenance. Cet outil de maintenance permet d'arrêter les services, démarrer les services, de transférer une base de données, qui est par défaut une base de données Access. On va pouvoir la transférer vers du MS SQL, MySQL ou Oracle. On va pouvoir faire une sauvegarde de la base de données, une restauration de la base de données, une réinitialisation ou encore installer des nouvelles clés licence. Mais en gros, on ne va pas pouvoir faire autre chose que de la maintenance sur le serveur. C'est-à-dire que pour tout le reste, eh bien, la gestion des clients sur ce serveur, etc., tout sera au travers de cette console. Ce qui veut dire qu'une fois que le serveur d'administration EZ est installé, eh bien, il faut installer la console pour pouvoir l'administrer. Alors cette console, elle n'est pas soumise à licence, ce qui veut dire que vous pouvez autant l'installer sur le serveur lui-même, ce qui est le cas ici, sur mon serveur, mais on pourrait aussi installer la console sur chacun des postes des administrateurs. Donc là, en l'occurrence, j'ai lancé la console depuis mon poste à moi, et je peux me connecter au travers du réseau. J'ai juste indiqué le nom du serveur et son adresse IP. Sur mon serveur, donc au travers du réseau. Et vu que cette console n'est pas soumise à licence, chacun des administrateurs pourrait installer la console sur sa machine pour se connecter à travers le réseau au serveur sans avoir à faire une prise en main à distance. Il faut savoir que tout le paramétrage serveur qui vous est demandé pendant la phase d'installation, vous pouvez le skipper. Vous pouvez faire suivant, next, sans rien paramétrer, puisqu'en fait, tout va être paramétrable après coup à partir de la console. Pour ça, il faut se connecter au serveur. Et une fois que vous êtes connecté dessus, vous allez aller dans Outils, Options du serveur. Et dans Outils, Options du serveur, on trouve tout le paramétrage qu'on trouve pendant la phase d'installation. Donc l'une des premières choses qu'on va faire lorsqu'on met en place une solution Business Edition chez un client, avec les outils d'administration, c'est-à-dire le serveur et la console, l'une des premières choses qu'on va faire au niveau des options du serveur, c'est de créer un miroir de mise à jour. Le miroir de mise à jour, c'est ce qui va permettre aux différents clients du parc informatique rattaché à ce serveur, eh bien, de faire les mises à jour sur le serveur plutôt que de les faire sur Internet. Puisque le but, quand on est sur un client qui a par exemple 500 postes, eh bien, ce n'est pas
pas que les 500 postes fassent les mises à jour sur Internet, parce que vous imaginez que si les 500 machines se connectent en même temps pour faire la mise à jour, on va avoir une sacrée dégradation de la bande passante. Donc généralement, ce qu'on met en place, c'est un miroir de mise à jour, et toutes les machines feront leur mise à jour sur le serveur qui est donc sur le réseau local. Et donc on ne saturera pas la bande passante. Donc pour créer ce miroir de mise à jour, ce qu'il faut faire, c'est aller dans mise à jour, vous rentrez votre login EAD et le mot de passe qui vous ont été fournis par email, et ensuite vous cliquez sur créer le miroir de mise à jour et utilisez la diffusion via HTTP, sachant qu'il n'y a pas de serveur Apache ou de JS installé, tout est géré en interne par la solution EZ. Une fois que vous avez entré le mot de passe, enfin entré le login, le mot de passe et coché ces deux cases, vous allez pouvoir cliquer sur mettre à jour maintenant et ceci va déclencher la création du miroir de mise à jour. Alors n'hésitez pas, hein, vu qu'on n'est pas nombreux sur cette présentation, à me poser des questions directement par la fenêtre de chat. Alors les autres paramètres qu'on va trouver au niveau de la configuration du serveur, dans l'onglet général, on va pouvoir accéder au gestionnaire de licence. C'est le fichier leak qui vous est envoyé par email au moment de l'achat de la licence. Et ce fichier leak indique le nombre de postes qu'on peut rattacher au serveur d'administration, ainsi que la date d'expiration de la licence. Ensuite, on a quelques informations sur la base de signature qui est en cours, et puis d'autres informations générales. L'onglet sécurité permet de définir les mots de passe pour accéder à la console en administrateur, en lecture seule, ainsi que les différents mots de passe pour, par exemple, les réplications. Et vous allez pouvoir aussi, ça va être intéressant pour les utilisateurs qui ont un Active Directory, eh bien, utiliser l'authentification de l'Active Directory pour se connecter à la console. Pour ça, il suffit d'indiquer le domaine anti-slash le groupe Active Directory qui contiendra les membres qui seront administrateurs. La même chose pour la lecture seule. Une fois que vous avez validé, bien là tout à l'heure j'étais passé je m'étais connecté avec un compte de type EZ, et bien je vais me mettre sur un compte de type Windows Domain. Je vais dire d'utiliser les informations de la session qui est démarrée et voir que je peux me connecter sans problème avec mon compte Active Directory. Donc ensuite, on a un onglet maintenance du serveur. Cet onglet maintenance du serveur indique la suppression automatique des différents journaux, et ainsi que deux tâches de maintenance sur la base de données, une tâche pour la nettoyer, une tâche pour la compacter. Alors parmi ces options, il y en a une que je vous recommande de modifier, c'est la suppression automatique des clients non connectés. Par défaut, c'est 6 mois. Je trouve que c'est un peu long, parce que si jamais votre client supprime une machine de son parc informatique, la supprime de l'Active Directory, mais oublie de la supprimer de la liste des clients EZ, eh bien, en fait, si on ne le supprime pas manuellement, avant qu'elle soit supprimée automatiquement, cette machine, il va se passer 6 mois. Ce qui veut dire que pendant 6 mois, vous allez gaspiller une licence inutilement. Alors que si vous le mettez à 1 mois, eh bien, si vous oubliez de supprimer manuellement cette machine, eh bien, au bout d'un mois, elle sera supprimée automatiquement par la console. Et c'est pas grave si la personne, par exemple, part 2 mois en vacances, puisque quand elle reviendra au bout de 2 mois, même si la machine a été supprimée de la console, dès qu'elle va se reconnecter au serveur, elle va réapparaître. Pour l'Active Directory, en fait, il faut aller dans j'y étais, outils, options du serveur. Vous allez dans la partie sécurité. Et dans la partie sécurité, ici, il faut cocher utiliser l'authentification Windows Domain. Vous indiquez le nom du domaine anti-slash, le nom du groupe de l'Active Directory qui contiendra les membres qui seront administrateurs, et le tour est joué. Et si vous voulez créer un groupe avec des accès en lecture seule, il suffirait de faire la même chose, hein. Je mets le nom du domaine. Il faut bien sûr que le groupe Active Directory soit existant, mais je mettrai par exemple lecture EZ.
Alors, au niveau de la maintenance du serveur, je pense que j'ai indiqué un peu les options. Alors, dans l'onglet journalisation, on va pouvoir indiquer le niveau de log, ainsi que la taille maximum des logs et le nombre de jours qu'on souhaite conserver dans ces logs. On peut aussi modifier le niveau de verbosité, c'est-à-dire que quand on a besoin d'avoir des logs vraiment détaillés sur un incident précis, on va pouvoir augmenter le niveau de log à ce niveau-là. Donc, par défaut, généralement, on ne modifie pas spécifiquement quoi que ce soit dans cet onglet. Ensuite, vous avez un onglet Autres paramètres. Cet onglet Autres paramètres permet de définir le serveur SMTP pour tout ce qui est envoi d'email. On verra par la suite qu'on a deux fonctionnalités qui permettent d'envoyer des emails, la génération de rapports et la génération d'alertes. Eh bien, ces alertes et ces rapports peuvent être envoyés par email seulement si on a rempli les paramètres SMTP au niveau des options du serveur. Alors, ce que l'on peut faire aussi, c'est modifier les ports par défaut utilisés par la solution EZ. Ce n'est pas recommandé, sachant que les ports 2222, 2223, etc. ne sont pas des ports généralement utilisés. Mais si c'était le cas, c'est-à-dire que le client a déjà des applications utilisant ces ports, on va pouvoir les modifier à ce niveau-là. Ensuite, on a l'onglet réplication. Alors, l'onglet réplication, en fait, ça permet de créer une infrastructure avec des serveurs parents et des serveurs enfants. Donc, en gros, ce genre d'infrastructure, ça va être très utile pour vos clients qui ont plusieurs sites. Par exemple, avec un site qui sera la maison mère, le siège social, et des filiales un peu réparties partout en France. On imagine par exemple un client qui a 4 sites avec une maison mère et 3 filiales. Eh bien, ce qu'il va pouvoir faire, c'est paramétrer son infrastructure EZ pour avoir un serveur parent sur la maison mère dans le siège social et des serveurs enfants sur chacune des filiales. Comme ça, eh bien, tous les clients des filiales ne feront pas les mises à jour sur le serveur qui est sur la maison mère, qui risque de un peu, pareil, descendre la bande passante entre les différents sites. Eh bien, en fait, les clients vont faire les mises à jour sur les serveurs enfants. Donc pour créer une réplication serveur enfant, il suffit de cocher les cases au bon endroit. Alors c'est vrai que par défaut, paramètres de réplication sur et paramètres de réplication de, c'est pas très parlant. Alors moi, le moyen mémotechnique pour savoir où est-ce que j'indique mes serveurs enfants et où est-ce que j'indique mon serveur parent, c'est cette petite phrase. Si vous avez plusieurs serveurs, utilisez une virgule de séparation entre chaque serveur. Et cette petite phrase, vu que je sais qu'un serveur parent peut avoir plusieurs enfants, mais qu'au contraire, un serveur enfant ne peut pas avoir plusieurs parents, eh bien je sais qu'ici, ce sont les serveurs enfants que j'indique. Donc quand on est sur le serveur principal, qui est donc sur le siège social, on va indiquer ici tous les serveurs enfants sur lesquels on souhaite répliquer. Et au contraire, les serveurs enfants, on indiquera ici l'adresse IP du serveur parent sur lequel on souhaite répliquer. Et qu'est-ce qu'on souhaite aussi répliquer. Je veux dire qu'un administrateur du serveur parent, lui, sera administrateur et bien, de l'ensemble de tous les sites et verra les clients de chacun des sites, les alertes de menaces pour tous les sites, etc. Alors qu'au contraire, un administrateur d'un des serveurs enfants ne verra que les clients qui sont rattachés au serveur enfant et toutes les alertes de menaces correspondantes, etc. Ça permet donc de déléguer l'administration antivirus sur les filiales. Donc, on a aussi enfin un dernier onglet paramètres avancés. Ce paramétrage avancé permet d'ouvrir l'éditeur de configuration EZ et on va trouver certains paramétrages qu'on ne trouve pas par l'interface graphique. Alors, il est assez rare d'avoir besoin de rentrer dans le paramétrage avancé, mais ça arrive que pour certaines options qu'on ne trouve pas dans l'interface graphique, on soit obligé de l'éditer directement dans les options avancées. Voilà pour ce qui est du paramétrage du serveur. On va voir maintenant un peu tous les différents onglets qu'on trouve dans cette console. Donc l'onglet principal, c'est l'onglet client, sur laquelle on voit la liste de toutes les machines rattachées au serveur d'administration. Donc sur la liste des clients,
Là, j'en ai très peu, mais on a la possibilité de faire des filtres, notamment quand on est chez un client qui a, je sais pas, entre 500 voire 2000 postes clients rattachés au serveur. Eh bien, pour retrouver une machine spécifique, on va pouvoir se servir du filtre en mettant le nom du client. Mais il y a aussi un filtre que je trouve très intéressant, c'est de n'afficher que les problèmes. Ce qui veut dire que l'administrateur qui, sur un parc de 1000 machines, se demande pour scroller, enfin, scroller sur les 1000 machines pour voir celles qui sont en orange ou en rouge, c'est un peu, un peu voilà, long et fastidieux, pour pas dire autre chose. Et du coup, avec l'option n'afficher que les problèmes en cliquant sur modifier, vous allez pouvoir tout de suite choisir le type de problème que vous voulez voir apparaître. Et du coup, vous allez pouvoir remonter très rapidement les machines qui nécessitent votre attention. Donc les problèmes, ça peut être une base de signature qui est obsolète, ça peut être une machine qui ne s'est pas connectée au serveur depuis X temps, etc., etc. Donc, dans cette vue client, on va pouvoir aussi choisir les différents attributs des clients. Pour ça, on fait un clic droit sur la ligne d'attributs, on fait afficher, masquer les colonnes, et vous allez pouvoir ici choisir les différents types d'attributs que vous voulez voir apparaître dans la vue. Donc ça, c'est pour vous personnaliser un peu la vue des clients. Et si jamais bien vous dites que l'un des premiers attributs que vous voulez voir, c'est tout de suite la base de signature de virus, hein, il suffit de faire un drag and drop de la colonne que vous voulez mettre en avant, et puis vous pouvez donc comme, de cette manière personnaliser votre vue sur les clients. Donc l'une des choses qu'on peut faire aussi sur un client, c'est double-cliquer sur une ligne d'un client spécifique, il y a un pop-up qui va apparaître et qui va vous donner pas mal d'infos sur ce client, notamment les informations générales avec la base de signature de virus, et puis les informations sur la version EZ qui est installée dessus, l'adresse IP, le nom de la machine. Vous allez pouvoir savoir si cette machine est membre d'un groupe, si des tâches ont été déclenchées sur ce poste. On va pouvoir aussi directement récupérer la configuration de ce poste. Donc la configuration, on peut soit directement afficher dans l'éditeur de configuration, soit même enregistrer en fichier XML dans le but peut-être de répliquer cette configuration sur d'autres machines. Donc, en gros, hein, c'est ce qui correspond au niveau d'un client. Si je prends un client ici, c'est ce qui correspond à configuration, exporter et importer les paramètres. En l'occurrence, ça sera plutôt exporter. On verra que pour importer, en fait, ça va passer par une tâche de configuration. Je vais y arriver un petit peu. Donc, on a aussi un onglet sur l'état de la protection. On va avoir les différents, dans la fonctionnalité de la protection, les différents modules qui sont présents et actifs. Vous avez un onglet sur les informations système, où là, vous avez la version de tous les modules de la solution. Vous avez aussi la RAM, les CPU, etc. Vous allez pouvoir aussi récupérer le log sysinspector. Alors on verra pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est le sysinspector. Je vais lancer ici. Alors là on est sur un EMSX, hein, EZMail Security 4, mais on a aussi les outils sysinspector dans ce produit. Donc, pendant qu'il est en train de se générer, je vais passer sur la suite. Donc on va pouvoir aussi voir les différents éléments qui ont été mis en quarantaine sur ce poste. Par un clic droit sur une, voire plusieurs machines, vous allez avoir la possibilité d'exécuter des tâches, notamment des tâches de configuration. Donc là, on va, par cette tâche, soit créer une nouvelle configuration directement dans l'éditeur, ce que je ne vous recommande surtout pas. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de toujours tester la configuration sur un poste étalon, ensuite de récupérer cette configuration. Je prends par exemple Benjamin XP, bah, cette configuration, je l'ai testée et validée sur le poste client, tout va bien, donc je l'enregistre.
Et une fois qu'elle est enregistrée, on va pouvoir, par la tâche de configuration, par exemple, eh bien, reproduire la configuration sur l'ensemble des machines en faisant tâche de configuration. Et puis là, au lieu de créer, on va sélectionner directement le fichier XML qui correspond à la machine pour laquelle on souhaite reproduire cette configuration. Donc les autres tâches qu'on a, ça va être les tâches d'analyse avec ou sans nettoyage. La possibilité de forcer une mise à jour maintenant, de récupérer les logs inspector, d'ajouter, plutôt de restaurer ou supprimer des éléments qui sont dans la quarantaine. Les deux dernières options, elles sont plus d'actualité, c'est plus pour les mobile security, donc pour tout ce qui est smartphone. Ensuite, par le clic droit, on va pouvoir aussi ajouter les machines à un groupe, les ajouter une stratégie. On verra, quand on verra le gestionnaire de groupe et de stratégie, qu'on a des fonctionnalités pour automatiser toutes ces tâches. Et généralement, on le fait très rarement manuellement. Sinon, on peut aussi récupérer des données sur le client, menaces, pare-feu, événements. Mais on verra par les différents onglets, journal de menaces, journal du pare-feu, qu'avec les tris par rapport aux machines, on peut récupérer ces éléments très rapidement. On va passer justement au journal des menaces. Donc, ça, c'est logué au niveau des différentes menaces. Je vais en générer une assez rapidement. On a une alerte et cette alerte, on va tout de suite l'avoir remontée dans la console. Alors, tout dépend de la communication entre les machines et le serveur. Bon, là, moi, c'est une communication toutes les 10 secondes. C'est assez, ça génère un peu de trafic sur le réseau. Par défaut, c'est toutes les 10 minutes. Ça, vous l'avez dans les options du client. Euh, alors, c'est vrai que je parle tout de suite de la partie administration au niveau du serveur, au niveau de la console. Il faut savoir quand même qu'il y a un paramétrage aussi au niveau du client. Alors, je vais vous le présenter assez rapidement, ce paramétrage au niveau du client, ou du moins les deux paramètres vraiment indispensables pour pouvoir faire de l'administration centralisée sur le serveur d'administration. Pour chaque client, il faut qu'il y ait au moins dans la configuration avancée, eh bien, au niveau de l'administration à distance, eh bien, le serveur sur lequel on remonte les différentes informations, les alertes de menaces, etc. Ce qui va permettre en fait à ce client d'être affiché dans la liste des clients au niveau de la console. Et l'autre paramètre vraiment indispensable, c'est au niveau des mises à jour. Si on veut que cette machine fasse les mises à jour sur notre serveur d'administration, il faut que le serveur au niveau du serveur de mise à jour, vous ayez indiqué ici http l'adresse IP de votre serveur de mise à jour ou son nom 2.2221. Donc voilà pour le journal de menaces. Le journal de pare-feu, ça va être exactement la même chose avec des alertes concernant le pare-feu. Alors le pare-feu n'est fourni que lorsqu'on achète une Smart Security Business Edition. Donc vous n'aurez des alertes de pare-feu que lorsque vous avez acheté un Smart Security
dans le cadre d'un mode 32, vous n'avez aucune chance d'avoir des entrées dans ce journal du parcours. Ensuite, donc, on a l'onglet Journal des événements, qui va être tout ce qui est autre que de la remontée d'alerte de menaces ou de pare-feu. Ça va être des événements type les bases de signatures ont été mises à jour, qu'il y a des connexions impossibles au niveau du serveur, enfin, autre que les journaux du parcours de menaces. Dans le journal d'analyse, eh bien, lorsque vous exécutez régulièrement des analyses planifiées sur vos machines, eh bien, le journal d'analyse remonte sur le serveur d'administration. Et donc pour cette machine, on va tout de suite savoir, lors de l'analyse ici, voilà, du 3 janvier, eh bien, le nombre de fichiers qui ont été analysés. Dans le détail, on va savoir s'il y a des fichiers qui ont été skippés, parce que en cours d'utilisation. Vous avez aussi le nombre de virus qui ont été détectés lors de combien de temps elle a pris, etc. Et toujours des informations sur le client qui a généré l'analyse. Le journal mobile, je vais passer très rapidement, c'est parce qu'en fait, on sort des produits aussi pour les smartphones, notamment là, on a une version Android qui sort, et le but est de remonter les différentes alertes des smartphones aussi sur la console d'administration. Bonjour, au niveau du son, j'avais posé la question au début de la session et les personnes m'ont dit qu'on m'entendait très bien. Donc, je ne sais pas si de votre côté vous avez une possibilité de vous mettre sur écouteur ou de pousser le son. Mais maintenant, la présentation a démarré depuis plus d'une demi-heure et je n'ai pas eu de retour comme quoi on m'entendait mal. Du coup, je ne sais pas si je peux faire quoi que ce soit pour l'améliorer. Je vais essayer de parler plus fort. Donc, dans l'onglet quarantaine, on va en fait centraliser tous les éléments qui ont été mis en quarantaine sur les différents postes clients. Et donc, on va pouvoir avoir une vue sur tous les éléments qui ont été mis en quarantaine sur l'ensemble du parc. Sachant que pour une ligne, quand on double-clique dessus, on a toujours les machines qui ont remonté cet élément en quarantaine. Et on a la possibilité directement de restaurer cet élément de la quarantaine en l'ajoutant à une exclusion quand on sait que cet élément est un faux positif, ou directement de supprimer cet élément de la quarantaine. Au niveau des tâches, on va pouvoir savoir bien si une tâche s'est bien exécutée ou pas. Donc, je vais le faire par exemple sur ma machine ici, je vais créer une tâche de mise à jour maintenant. Et donc dans cet onglet tâche, on va pouvoir savoir si la tâche est active et une fois qu'elle est terminée, si elle s'est terminée correctement ou si elle s'est terminée avec des avertissements. Donc là, en l'occurrence, ça s'est terminé sans problème. Ensuite, nous avons un onglet rapport. Cet onglet permet de générer différents types de rapports. Cette liste de rapports, vous les avez ici dans la liste déroulante type. Donc on ne peut pas créer soi-même les rapports, mais par rapport à cette liste, on a vraiment, généralement, on répond à tous les différents besoins de rapports de nos différents clients. Donc la plupart des rapports qui sont utilisés, ce sont les rapports complets, tel le rapport complet de menace. Donc au niveau des clients, est-ce qu'on le cible pour tout le parc ou un groupe de machines spécifiques? Après, ce qu'on va pouvoir définir, c'est est-ce qu'on l'exécute juste pour la journée d'aujourd'hui ou par exemple sur les 6 derniers mois. On va mettre, même sur allez, je vais le faire sur toute l'année dernière. Ensuite, on peut le faire aussi pour une période bien spécifique. Et l'onglet planificateur permet de définir si ce rapport, on veut le générer régulièrement, de type voilà, quotidienne, hebdomadaire, mensuel ou annuel. Et quand on génère ce rapport régulièrement,
on peut définir une cible pour stocker ce rapport. Soit on va le stocker dans un dossier sur le serveur, mais on peut aussi l'envoyer par email, bien évidemment, lorsqu'on a configuré la partie SMTP du serveur, ce que je vous avais indiqué tout à l'heure. Donc en l'occurrence, ce rapport, on va le générer. Généralement, tous les rapports ont des graphiques, des diagrammes, etc. Ça plaît plutôt à la direction. Là, ce sont le nombre d'alertes par machine. Après, pour une machine spécifique, on va pouvoir avoir un détail. Voilà le genre de rapport qui est généré. Donc on va passer à un onglet assez intéressant qui est l'installation à distance. Cet onglet qui va vous être utile lorsque vous voulez faire du push install, donc un déploiement sur l'ensemble des machines du parc informatique. Alors on a une découverte des machines par plusieurs biais. Soit on va pouvoir ici créer dans la liste personnalisée, se créer un groupe, on met directement le nom des machines. Donc on peut importer à partir d'un fichier CSV. On va pouvoir faire une recherche par rapport à une plage IP. Donc là, on va définir directement une nouvelle plage IP. On va pouvoir faire une recherche des machines par rapport à l'Active Directory. Donc il va ressortir toutes les machines qui sont dans les différents OU de l'Active Directory. Ou une recherche NetBIOS. Donc les machines, une fois que le scan est lancé, apparaissent ici. Toutes les machines en bleu, ce sont des machines sur lesquelles ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'antivirus installé. Ça veut simplement dire que ces machines ne sont pas présentes dans la liste des clients, donc ne sont pas rattachées au serveur d'administration. Donc ces machines, généralement, elles apparaissent en bleu. Quand vous arrivez chez un client, vous avez déjà désinstallé l'ancien antivirus. Ce sera toutes les machines sur lesquelles on va déployer EZ Note 32 ou Smart Security. Alors avant même de lancer le déploiement d'installation d'EZ, il faut au préalable créer un package. Alors, pour créer un package, on fait un clic droit n'importe où dans la fenêtre, ou encore on fait outils, action plutôt, gérer les packages. Et donc pour créer un package, il y a 3 étapes. Il faut indiquer le fichier MSI 32 bits, le fichier MSI 64 bits. Pour ça, on fait ajouter. Donc c'est les fichiers MSI que vous récupérez directement sur Internet. Et une fois qu'on a ajouté ces 2 fichiers MSI, généralement le but quand on déploie les clients, c'est aussi qu'ils soient par la même occasion configurés pour remonter sur le serveur, pour faire les mises à jour sur le serveur, etc. etc. Donc moi, lorsque vous faites un déploiement, ce que je vous recommande de faire, c'est d'installer le serveur, d'installer la console. Une fois que vous avez installé les outils d'administration, c'est installer le client Note 32 sur une des machines qui va servir d'étalon. Sur cette machine, vous allez installer donc Note 32, vous allez paramétrer ce que je vous indiquais tout à l'heure, le serveur d'administration, le serveur de mise à jour, et puis vous allez peut-être aussi tuner un peu la configuration, peut-être protéger la configuration par un mot de passe, exclure certains répertoires, etc. Et une fois que vous avez validé la configuration, qu'elle est testée, validée, que tout est OK, eh bien, ce poste étalon, vous allez récupérer le fichier de configuration de ce poste étalon et vous allez l'intégrer dans le package. Donc, vous allez faire sélectionner et récupérer le fichier XML qui correspond au poste qui a été testé et validé. Donc on imagine par exemple que là c'était une machine Benjamin XP. Eh bien, lorsque je vais déployer ce package, toutes les machines seront configurées à l'identique de la machine Benjamin XP. Ensuite, une fois qu'on a indiqué ces 3 éléments, on n'a plus qu'à enregistrer le package pour ensuite le déployer.
Donc, une fois que le package est créé, on va prendre une liste de machines ici, clic droit, installation poussée, on indique le login et le mot de passe. Alors quand on clique sur une machine spécifique, quand on fait configurer, on va indiquer un login et mot de passe administrateur que pour la machine qu'on a choisie. Que si on est sur un domaine, ben on va faire configurer tout, et puis on va mettre un compte admin du domaine qui passera sur chacune des machines. Ensuite, on fait suivant, on cherche le package qu'on vient de créer, suivant, et puis on terminé, et ça va lancer le déploiement de notre 32 sur les machines en question. Alors, il y a des prérequis pour que l'installation se passe bien. Ces prérequis, vous les trouvez assez rapidement en faisant Aide ou F1. Et vous allez dans la partie installation des produits, des solutions client TZ, c'est la quatrième rubrique. Vous allez dans installation à distance et tout de suite vous avez configuration requise. Et ici donc vous avez tous les prérequis pour que l'installation fonctionne bien. Donc l'une des petites choses qui est intéressante aussi au niveau des déploiements avec la console EZ, c'est qu'on pourrait déployer n'importe quel script, n'importe quel exe, n'importe quel MSI, autre que des fichiers d'installation de la solution EZ. Si je fais clic droit, gérer les packages, donc j'étais sur le type de package des produits de sécurité EZ, mais je peux mettre aussi package personnalisé. Et là, si je prends par exemple un fichier BAT qui supprime du McAfee, par exemple, je crois que j'en ai un ici, voilà, un install McAfee.cmd, donc ça, c'est un script qui supprime McAfee. Et ben, je fais ici ouvrir, je mets fichier d'entrée package créé, enregistrer sous, et donc ce package je vais pouvoir via du push déployer un package, un script qui va supprimer McAfee. Mais on peut imaginer, hein, euh, comme vous pouvez le voir, bien de déployer un script qui va installer un Acrobat Reader, qui va supprimer des clés dans le registre. Enfin, c'est un outil qui permet de faire du push install, enfin push d'un script, d'un package d'installation, de ce qu'on veut. Et quand on est dans une petite entreprise qui n'ont pas d'outils pour faire ce genre de déploiement, eh bien la console EZ est un plus puisqu'elle permet de gérer ça. Voilà pour les packages d'installation et le déploiement à distance. Alors les trois dernières choses qui nous manquent, qu'on n'a pas encore vues dans cette présentation, ce sont les différents gestionnaires. Nous avons un gestionnaire de groupe, de stratégie et de notification. Donc alors ces gestionnaires de groupe et stratégie en fait vont permettre d'automatiser la configuration des postes et le gestionnaire de notification va lui permettre de configurer des alertes pour recevoir des emails lorsqu'on a une situation critique. Donc le gestionnaire de groupe, on va commencer par celui-ci, permet de créer des groupes statiques, des groupes paramétriques, et sachant que ces groupes statiques, on peut les synchroniser avec l'AD. Donc là, je vais les supprimer, tous ces groupes. Voilà, hop. Là, on voit bien, je n'ai plus aucun groupe. Et donc, avec cette synchronisation Active Directory, si je fais synchroniser maintenant, il va scruter la structure de mon Active Directory et tous les OU qui auront des machines à l'intérieur, et bien automatiquement, EZ crée un groupe statique correspondant. Et donc, dans mon OU computer, eh bien, j'ai deux machines. Automatiquement, les deux machines ont été ajoutées à ce groupe. Dans mon OU domaine controller, j'ai mon contrôleur de domaine. Automatiquement, la machine a été ajoutée au groupe. Et du fait qu'on peut demander une synchronisation, par exemple, quotidienne, tous les jours, eh bien, dès qu'on va ajouter une machine dans l'AD, automatiquement, cette machine sera ajoutée au groupe EZ correspondant. Donc les groupes paramétriques, c'est un autre type de groupe où en fait on va pouvoir définir l'appartenance d'une machine à un groupe par rapport à des critères. Donc ces différents critères, on les a ici dans le paramètre du filtre client. En cliquant sur modifier, vous avez ici toute une liste de critères.
Donc, l'appartenance à une machine, à un groupe, pourrait être par rapport à l'appartenance à une plage IP, à un masque IP, par rapport à la version du produit, par rapport à l'appartenance à un domaine ou un groupe de travail spécifique, par rapport au nom de l'ordinateur. Alors ça va être masque du nom client, voilà, masque du nom de l'ordinateur. Sachant qu'on peut faire une combinaison. On pourrait dire, faut que l'ordinateur ait un masque de nom qui commence par exemple sur ATH étoile, mais aussi que l'adresse IP soit, hop, et soit qui appartienne à telle plage IP, quoi. On peut combiner ces critères et ces critères vont définir l'appartenance d'une machine à tel ou tel groupe. Voilà pour ce qui est de la gestion des groupes. Maintenant, si on avait juste des groupes pour dire telle machine appartient à tel groupe et puis avoir peut-être une meilleure vue des machines par rapport à leur appartenance à un groupe, ça ne serait pas terrible. Le but, c'est non seulement que la machine fasse partie d'un groupe, mais aussi d'automatiser sa configuration pour que automatiquement, une machine, par exemple, qu'on ajoute dans le domaine, eh bien, l'antivirus EZ soit automatiquement configuré par rapport à des critères tels que l'appartenance au groupe. Donc pour ça, on va aussi utiliser un gestionnaire de stratégie. Donc là, en l'occurrence, j'ai des stratégies qui sont déjà créées, je vais toutes les supprimer. Voilà, et des règles qui vont avec, je vais les supprimer. Dans mon gestionnaire de stratégie, donc je n'ai aucune stratégie. Et bien, avec l'assistant de règles de stratégie, je vais pouvoir lui demander de me créer des stratégies identiques à mes groupes. Et l'application de cette stratégie se fera par rapport à l'appartenance au groupe. Là, en l'occurrence, je vais synchroniser et créer des stratégies par rapport à mes groupes statiques qui ont été synchronisés avec l'AD. Donc automatiquement, j'ai mes stratégies qui ont exactement le même nom qui ont été créées et des règles qui indiquent que eh bien, la stratégie domaine contrôleur, ici, est appliquée lorsque la machine fait partie du groupe EZ domaine contrôleur. Les règles ont été automatiquement créées. Une machine faisant partie de l'OU Computer, euh, une machine qui fait partie du groupe pardon, Computer aura automatiquement la stratégie Computer qui est associée. Alors c'est très bien d'appliquer des stratégies, mais le but de ces stratégies, comme je le disais tout à l'heure, c'est d'appliquer une configuration spécifique. Comment on fait ça? Eh bien, on se positionne sur la stratégie en question, par exemple Computer, et on clique sur Modifier. Et là, modifier, on a tout de suite l'éditeur de configuration EZ qui se lance. Alors, comme d'habitude, je ne vous conseille pas directement de modifier ou de générer ce fichier de configuration dans l'éditeur, mais d'utiliser eh bien, le fichier XML d'une machine sur laquelle la configuration a déjà été testée et validée. Et ensuite, on fait importer à partir d'eux. On va chercher le fichier XML en question. Et là, automatiquement, ma stratégie va appliquer ce fichier de configuration. Et du coup, eh bien, dès qu'une machine va être dans l'OU Computer, elle fera non seulement partie du groupe EZ Computer, mais la stratégie Computer va appliquer le fichier de configuration benjamin.xml, c'est-à-dire qu'on va automatiser la configuration des postes par rapport à ce fichier de configuration. Voilà pour le gestionnaire de stratégie. Enfin, le dernier gestionnaire, celui de notification, qui permet de donc générer des alertes lorsqu'on est dans comment dire, une situation critique. Alors, il faut savoir qu'ici, on a tout un tas d'alertes qui ne sont que des templates. Ils ne peuvent pas être utilisés tels quels. Je prends un exemple, je veux une alerte quand 10% de mes clients ne se connectent plus au serveur. Donc, si je prends cette alerte, eh bien, si je modifie le paramètre,
on se rend compte que oui, 10%, mais ne se connecte plus au bout de combien de temps? Il faut spécifier au bout de combien de temps on veut recevoir une alerte. Enfin, plutôt au bout de combien de temps les machines qui ne se connectent plus bien dépasser ce délai, on va avoir une alerte. Donc si je me dis eh bien que les tout pour, je sais pas, 10% de mes machines qui ne se connectent plus au bout d'une journée, donc 24 heures, on peut modifier aussi le 10%, se dire que bah, moi, dès 5% de mes machines qui ne se connectent plus au serveur, au bout de 24 heures, je veux recevoir une alerte. Donc déjà, je modifie le paramètre. Ensuite, l'action, il écrit dans un journal, c'est bien beau, mais moi, je voudrais recevoir aussi un email. Là, je vais cocher ici email. Donc, toujours la même chose, il faut que le serveur SMTP soit au préalable configuré. On va aussi, au niveau des actions, prévoir une interruption SNMP ou encore exécuter un script spécifique sur le serveur et journaliser le log dans un fichier spécifique. Après, est-ce que cette alerte, on l'a définie pour l'ensemble des machines du parc ou pour un groupe de machines spécifiques? Et là, au niveau du filtre du client, bah, on pourrait dire que lorsque ma machine fait partie du groupe computer, par exemple. Donc, tout ça, c'est ce qui vous permet de paramétrer votre alerte. Et une fois que le paramétrage est terminé, alors soit vous écrasez le template en faisant enregistrer. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de garder le template et de faire enregistrer sous, et puis de personnaliser votre alerte. Donc là, par exemple, si plus de 5% des clients ne se connectent pas, et puis je vais mettre 24 heures, et là, je sais que c'est l'alerte que j'ai créée. Elle vient se rajouter automatiquement dans la liste, et vous n'avez plus qu'à la cocher pour que cette alerte soit active. Voilà, je pense avoir fait un tour assez complet de tout ce qu'on trouve dans cette console EZ Remote Administrator. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette présentation? Non, tout était clair. J'ai perdu les personnes qui suivaient la présentation. Plus personne. Bon. Allô? Quelqu'un est encore parmi nous? Je vous remercie pour la participation à cette présentation et je vous dis à bientôt. Au revoir.